Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Il est plus facile, disait Einstein, de désintégrer un atome que de vaincre un préjugé. La justice est-elle injustement l'objet de préjugés et autres idées reçues qui nous apparaîtraient, à tort ou à raison, sous forme de vérité dans l'espace public? Ciment de notre société, elle permet à notre communauté de maintenir la paix et les liens indispensables au contrat social cher à Jean-Jacques Rousseau. Elle se doit donc d'être exemplaire à l'image de ceux qui y participent. Force est de constater pourtant que notre justice n'est pas parfaite et que sur certains nombres de points, elle ne remplit pas forcément l'office qui lui est confié. Les critiques sont nombreuses, y compris d'ailleurs de la part de ceux qui la servent. Justice trop lente, justice laxiste, justice aux ordres, justice sans moyens. Dans son livre « 50 idées reçues sur la justice », Alexandre Rossi, procureur de la République qui écume les tribunaux depuis plus de 15 années, questionne 50 des idées reçues les plus tenaces de notre société. Passant en revue de célèbres procès, de Sarah Halimi à l'affaire Bettencourt, du procès Outreau au cas Balkany, des attentats de novembre 2015 au mur des cons, il démêle le vrai du faux et leur attribue, dans un souci de juste critique, un pourcentage de vérité. Chromosome B. Alexandre Rossi, vous êtes diplômé de l'École nationale de la magistrature. Vous avez occupé au cours des 15 dernières années diverses fonctions au sein du ministère public. Vous êtes actuellement procureur de la République à Cahors. Vous êtes également correcteur de plusieurs concours de la fonction publique et enseignant vacataire à l'université. Vous êtes l'auteur de Chronique d'un procureur de la République, déjà paru aux éditions Henrik B. Et vous animez un compte Twitter dédié à la communication institutionnelle de votre parquet. Vous publiez aujourd'hui, toujours chez Henrik B, 50 idées reçues sur la justice. Alexandre Rossi, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question traditionnelle. Comment vous est venue la vocation? Est-ce que c'est un héritage familial, une disposition particulière? Alors absolument pas. Je n'ai personne dans la justice, mais cette vocation, elle est venue très tôt, il y a une vingtaine d'années quand j'étais au lycée. Je voulais exercer déjà une fonction de contact avec les gens, pour les aider, pour rétablir une forme d'égalité et servir l'intérêt général. Enfin, j'avais déjà une soif de justice. J'explique aussi dans mon premier livre, Chronique d'un procureur, qu'il m'arrivait parfois, par la parole, de désamorcer des conflits entre élèves, ce qui avait été remarqué par mes enseignants, et un d'entre eux m'avait dit que je devrais faire juge. Ça a été vraiment le déclic. Vous dites, Alexandre Rossi, personne ne sait exactement quels sont le rôle et les attributions du procureur. Alors, c'est le moment de le clarifier. En tant que procureur de la République, vous parlez au nom de qui? Alors, avant toute chose, je me permets de donner une petite définition du procureur. Le procureur, c'est un magistrat de l'ordre judiciaire. Et parmi les magistrats, il y a les juges et les procureurs. Le procureur, c'est traditionnellement celui qui dirige la police judiciaire, les enquêtes. Il exerce l'action publique, c'est-à-dire qu'il décide ou pas d'intenter un procès pénal à l'encontre d'une personne. Il représente les intérêts de la société à l'audience lorsqu'il requiert. Il n'a pas qu'une casquette pénale, mais il en a d'autres, notamment en matière commerciale ou en matière civile. Dans le cadre du livre, je parle plutôt, moi, à titre de magistrat de l'ordre judiciaire, sur les 8500 qui existent. Je parle comme un magistrat qui est en exercice depuis 15 ans, donc avec une certaine expérience, mais comment dirais-je, à mi-mandat. Et je parle enfin en tant que magistrat désireux de vulgariser l'action judiciaire. Alors je le fais par le biais de conférences de presse, par le biais d'articles. Je le fais par le biais de cours à la faculté de droit. Et depuis peu, grâce à des livres parus chez Henrik B. Alors justement, on renvoie nos auditeurs au livre précédent que vous avez publié, Chronique d'un procureur de la République, où vous expliquez longuement votre position au sein de la magistrature, en tant que procureur de la République donc.
C'est ça, c'est ça. Quelle est votre intention, Alexandre Rossi, dans vos livres? Rendre justice à la justice? J'aime bien la formule. Il faut savoir que je suis personnellement issu d'une famille et d'un milieu amical sans aucune personne dans la police, dans la justice, pas de profession juridique. Je suis fils de pompier et d'assistant dentaire. Je suis devenu magistrat grâce à ma motivation, grâce à mes études et à un concours républicain, égalitaire et méritocratique. Ainsi, j'évolue dans un monde où je suis à longueur de temps confronté à des préjugés, à des raccourcis, à des idées toutes faites, en très grande partie fausses ou grossies et reflets de ce qu'on voit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Mon premier livre avait pour but de démystifier, de démythifier ma fonction de procureur, et mon second livre, c'est la suite, avec un spectre plus large sur la justice en général. Mon but, c'est aussi de donner une image positive, ou plutôt objective, de mon institution. La justice, elle est décriée, elle est conspuée, elle est accusée de nombreux maux. On ne parle que de ses dysfonctionnements, de sa déconnexion, de son manque de moyens, de son laxisme, de sa lenteur. La justice bashing, c'est presque la norme. À titre anecdotique, je vous cite plusieurs livres récents sur la justice. Ces magistrats qui tuent la justice. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Il n'y a pas de justice, car la justice crée l'insécurité chronique d'une justice défaillante. C'est quasiment toujours une critique négative. Et je tente d'ailleurs de l'expliquer. C'est sûrement le fait que la justice ne communique pas assez, qu'elle est complexe, voire hermétique, et qu'elle craint de s'exprimer en raison des obligations de réserve, de discrétion des magistrats et du secret de l'enquête. A priori, vous citez les préjugés pour les invalider, mais en fait, c'est pas tout à fait votre proposition dans le livre. Il y a certains préjugés que vous validez complètement. Oui, c'est vrai. Il y a des idées reçues qui sont plutôt correctes, comme par exemple celle de la lenteur de la justice. Je tente de l'expliquer, je dis pourquoi, parce qu'il faut qu'on fasse des vérifications, il y a le principe du contradictoire, il y a aussi un manque criant de magistrats en France. Et je prouve aussi que cette lenteur est parfois un avantage puisqu'elle permet de dépassionner les débats et de se recentrer sur l'essentiel, les faits, la personnalité, et non sur les bruits parasites médiatiques et les éventuelles récupérations. La lenteur, elle est mal vécue par les victimes, ça je l'entends très bien, qu'elles restent dans l'attente du procès, mais en principe, elles sont reçues par le procureur, par le juge d'instruction, elles sont suivies par des associations d'aide aux victimes, et ont accès à la procédure par le biais des auxiliaires de justice. Vous citez beaucoup d'exemples de procès très médiatisés, Alexandre Rossi, et la justice fait de très bonnes audiences dans les médias et au cinéma. Pourquoi, d'après vous, cette fascination ? Tout simplement parce que je pense que le citoyen français est désireux de connaître le fonctionnement de la justice, de sa justice. Je ne parle pas de voyeurisme, mais de curiosité démocratique. Il le fait aussi afin de vérifier si ses propres croyances sont correctes. Il le fait car il est confronté à une institution où jusqu'à présent les caméras ne sont pas autorisées et à une institution hermétique du fait de sa complexité, de son caractère secret. Chromosome B. Dans votre intro, vous dites que le langage et la logique de la justice, même si elle est rendue au nom du peuple, est peu comprise par le public. L'idée reçue, c'est que la justice est vraiment trop compliquée. Je voudrais citer, Alexandre Rossi, une de vos phrases. Vous dites « Une justice simpliste, avec une procédure minimaliste et peu de vérification, deviendrait le terreau du totalitarisme et de l'abus de la puissance publique, niant les droits des personnes. » Est-ce que je peux vous demander d'élaborer cette idée ? Alors, la complexité dont je parle, ça renvoie à des procédures longues, mais dont le but est de préserver les droits des justiciables et de mettre en avant des principes comme celui de la présomption d'innocence ou du contradictoire. C'est l'image d'une justice qui s'adapte aux personnes, aux faits, à leur gravité. L'idée de complexité, elle existe, c'est une idée reçue, mais elle n'est pas un défaut, c'est même une qualité. Elle demeure le pendant de notre état de droit, ou plutôt de notre état de nombreux droits, qui n'a qu'un seul but, celui de nous protéger. Et à contrario, on pourrait faire plus simple. On pourrait faire une justice automatique, stéréotypée, sans avocat, sans remettre en cause les enquêtes, avec une peine automatique, des barèmes,
un temps limité dans les actes, dans le jugement, voire l'utilisation d'ordinateurs. On ne serait pas loin de 1984 de George Orwell, ou d'un retour moyenâgeux à la loi du talion, à une vengeance aveugle, baignée dans l'urgence et l'émotion. Alors, comme d'autres magistrats, Alexandre Rossi, qui publie comme vous chez Henrik B, je pense aux auteurs par exemple du Manifeste pour une justice humaine et indépendante, vous aussi vous livrez votre analyse critique de la justice. Je voudrais vous demander si le corps judiciaire en général est bon à cet exercice, l'exercice de l'autocritique. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de lire totalement l'ouvrage de mes collègues, mais ils mettent en avant une conception de l'institution judiciaire partagée par beaucoup, et des pistes d'amélioration par ceux qui la font vivre, c'est-à-dire les magistrats. Qui mieux qu'un magistrat pour parler du fonctionnement de la justice? Mais quand on se livre dans un livre, on doit néanmoins le faire avec prudence. Il y a effectivement à ce sujet une certaine frilosité que j'explique dans mes deux ouvrages, en raison du risque de violer nos obligations de réserve, de discrétion et du secret des enquêtes, auxquels, comme tous les magistrats de France, je suis très attaché. J'explique d'ailleurs qu'un magistrat, sans ses obligations déontologiques et sa discipline, n'en serait pas un. Mais, à mon sens, elles ne doivent pas nous condamner au silence. Il y a très peu de livres écrits par les magistrats, au profit d'avocats, de journalistes, ou de magistrats à la retraite, ou même de magistrats qui se cachent derrière des pseudonymes. Résultat, c'est certes un œil extérieur, objectif, mais ce n'est pas forcément la réalité vécue d'intérieur, avec les espoirs, les désillusions, les satisfactions, les propositions. Pour illustrer l'idée reçue numéro 10, vous citez un célèbre acteur qui dit « Depuis des décennies, aucun élu, même le plus corrompu, ne craint les rigueurs de la loi. Il y a à cela une excellente raison, la prison, c'est pour les autres. » Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette affirmation? Les mots de l'artiste, que j'apprécie, ils sont bien écrits, mais ils ont été dans une période un peu compliquée d'affaiblissement de notre société pendant le confinement. D'ailleurs, c'est durant cette période, en 2020, où j'ai écrit l'essentiel du bouquin. Mais à mon sens, malgré cet attrait que j'ai pour cet acteur, c'est totalement faux. J'explique dans le billet, dans cette idée reçue, que comme tous les justiciables, ni plus ni moins, les puissants, comme les responsables politiques, ou les chefs d'entreprise, les artistes, les grands sportifs médiatiques, peuvent faire l'objet de poursuites ou de condamnations, et j'ai d'ailleurs donné des exemples. Cependant, comme tous les justiciables, ils ne doivent pas être condamnés à ce que souhaite l'opinion publique. Ils ont le droit d'être défendus, même par de grands avocats. Ils ont le droit de nier les faits. Ils ne doivent pas être condamnés avant tout procès. Et ils ont aussi droit, en fonction des faits, à l'amendement et au principe de personnalisation des peines. Alexandre Rossi, pouvoir pénitentiaire, trafic de drogue, corruption, pouvoir financier, est-ce que la justice seule peut guérir la société? Alors évidemment, non par fausse modestie, mais par réalisme, la réponse est non. La justice a pour mission principale d'appliquer la loi et non de directement changer les comportements. Je m'inscris d'ailleurs un peu en faux de cette tradition française qui estime que pour régler un problème, la seule solution est de légiférer. Et de notre côté, la justice a une fonction de régulation sociale, d'apaisement et d'égalité. Elle peut aussi, dans un temps et dans un espace limité, gagner ce que j'appelle des petits combats qui peuvent faire de grandes choses en s'additionnant. Je vais vous donner un exemple. J'ai, de façon professionnelle, appliqué une politique pénale ferme en matière de vol à main armée dans les petits commerces, il y a quelques années. C'était la cour d'assises, un vol avec arme c'est un crime, ou à minima des comparutions immédiates avec des réquisitions de peine ferme avec mandat de dépôt. Résultat, on s'est aperçu de la quasi-disparition, voire de la totale disparition des vols à main armée dans les petits commerces. Alors j'ai relevé, Alexandre Rossi, dans une autre idée reçue que vous exposez, les juges sont des hommes puissants, que vous révélez une erreur dénoncée. Vous dites que sur 600 juges d'instruction en France, il y a une majorité qui sont des femmes. Et du coup, ça m'a fait penser qu'effectivement la magistrature, comme d'autres corps de métier d'ailleurs, se féminise. Mais dans ce cas précis, est-ce que malgré la neutralité du droit, ça change quelque chose que ce soit des femmes qui soient juges donc? J'explique que le ratio homme-femme dans la magistrature, il est aujourd'hui de 68%. Il y a 68% de femmes qui sont magistrates
Et j'ai même vu dans le dernier documentaire Rendre la justice que ce chiffre pourrait monter à 80% d'ici 20 à 30 ans. Mais j'explique que ce ratio actuel, il est uniquement une donnée statistique, démographique et universitaire. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais ressenti, constaté que le juge, en fonction de son sexe, serait amené à prendre une décision différente, plus laxiste, plus répressive, plus orientée. J'explique que le cliché juge aux affaires familiales femme, c'est celle qui favorisera toujours les intérêts de la mère, ou procureur homme, c'est celui qui est peu sensible au viol ou aux violences conjugales. C'est une vision tout à fait erronée. À ce compte-là, il faudrait aussi parler de l'âge du juge, de son origine sociale, de son ethnie, de sa religion même. Les magistrats sont certes d'horizons différents, ils ne sont pas faits du même moule, mais ils ont l'obligation d'avoir un socle commun constitué de grands principes, comme l'impartialité, l'indépendance, l'égalité de l'application de la loi, homme-femme, peu importe. Mais Alexandre Rossi, un juge va devoir réguler une conversation entre jurés. Vous évoquez beaucoup de procès dans votre livre, notamment par exemple Jacqueline Sauvage. Vous pensez que ce procès-là, il serait le même avec un juge femme qu'avec un juge homme? Alors je m'inscris un peu en faux, puisque de toute façon, on ne pourra jamais avoir une composition tout à fait féminine. Une cour d'assises, hein, c'est 6 ou 9 jurés avec 3 magistrats. Bon, que les magistrats, que la présidente soit une femme, il y aura des jurés qui seront pas totalement hommes ou pas totalement femmes, sachant qu'aussi dans ce cas-là, il existe quand même un pouvoir de récusation de la part des parties, hein, du parquet et de la défense, ou justement pour amener une forme d'homogénéité, mais pas uniquement dans le sexe, ça peut être une homogénéité dans l'âge ou autre. Chromosome B. Préjugé numéro 40, une caméra n'a pas sa place dans un tribunal. Les procès filmés auxquels les Américains notamment nous ont habitués. En France, on n'a pas du tout, semble-t-il, cette médiatisation directe des procès. Qu'en pensez-vous ? Il y a quelques mois, on pouvait, je pense, faire une critique positive ou négative du principe fixé par une vieille loi de 1954 qui, par principe, interdisait les procès filmés, sauf exception à dimension historique comme le procès de Klaus Barbie ou artistique avec les documentaires de Raymond Depardon et notamment 10e chambre. Désormais, c'est terminé. C'est la loi, dit loi confiance du 22 décembre 2021, portée par l'actuel garde des Sceaux, qui le prévoit, sous certaines conditions, notamment l'accord des parties ou la nature des faits. D'ailleurs, la première émission en lien avec ceci, c'est Justice en France, diffusée le 19 octobre sur France 3 et présentée par le célèbre chroniqueur judiciaire Dominique Verdaillan. On va ainsi être invité dans les prétoires, et pas uniquement dans le cadre de cette justice parfois polémique, spectacle, que peut être la justice pénale des crimes horribles ou des affaires politico-judiciaires, c'est ce que vous appelez cette justice à l'américaine. On va pouvoir voir les petits délits, notamment les délits routiers qui peuvent concerner tout le monde, les divorces, les surendettements, les non-paiements de loyers, les tutelles. Cette justice de base, d'ailleurs, c'est l'essentiel de la justice. Alexandre Rossi, malgré votre position de procureur, c'est-à-dire quelqu'un qui défend la condamnation juste de quelqu'un dont la culpabilité est avérée, vous évoquez la défendabilité de n'importe quel criminel. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça peut être choquant pour le public, surtout quand on a des cas où la culpabilité est manifeste ? Choquant pour le public, je l'entends, mais il faut avoir raison gardée et surtout avoir en tête plusieurs choses. Tout d'abord, et ça je le constate tous les jours, ceux qui critiquent la relation avocat-délinquant ou criminel seront parfois confrontés eux-mêmes dans leur vie au fait d'avoir besoin d'un avocat. Celui qui crie au scandale et qui est impliqué en tant que chef d'entreprise dans un homicide involontaire sur un chantier ou un homicide involontaire sur la route, une bagarre ou son fils qui a revendu de la drogue n'aura plus du tout la même vision. Ensuite, et je ne suis pas là comme un défendeur ou un porte-parole de la défense, hein,
Il faut avoir à l'esprit que l'avocat, quand il a choisi ce métier, quand il a eu son concours, sait qu'il va un jour défendre ce que l'on appelle un criminel, d'ailleurs qui n'a pas encore été jugé, et le lendemain des victimes. Souvent aussi, il n'en a pas le choix puisqu'il est désigné commis d'office. Enfin, je garde presque le plus important, le meilleur pour la fin. Il faut se sortir de la boîte crânienne que l'avocat, c'est pas le complice, c'est pas le coauteur, c'est pas l'instigateur du délinquant. C'est pas l'avocat Kleinfeld de Al Pacino dans L'Impasse ou Saul Goodman dans Breaking Bad. Ça peut exister, mais c'est des sujets de fiction, d'ailleurs, avec une forte influence américaine. L'avocat, il est là pour porter la voix de son client, qui n'a pas les codes, qui n'a pas l'instruction, qui n'a pas l'envie de parler, qui a peur de la justice, qui s'en moque. Un avocat, il peut plaider la relaxe de son client et dans son fort intérieur, être convaincu de la culpabilité et réprouver son geste. L'avocat, il est là aussi pour vérifier que son client, quels que soient les faits commis, au nom de l'égalité des citoyens devant la loi, a fait l'objet, de la part de mes services, des services de police judiciaire, des services du parquet, d'une stricte application de la loi et de la procédure pénale. L'avocat ne fait pas de morale, et aussi, s'il n'y avait pas d'avocat, qui remplirait ce rôle ? 50 idées reçues sur la justice, Alexandre Rossi. Dans votre dernier ouvrage chez Henrik B. Éditions, vous démêlez le vrai du faux, vous brisez les tabous sur la justice. Je voudrais me séparer de vous en vous demandant une citation, un proverbe, une maxime qui vous tient à cœur et qui pourrait évoquer votre relation au monde. J'en ai deux, si vous me permettez. La première, c'est ce qu'aurait dit Socrate, « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Je l'applique dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un d'assez curieux, désireux d'en savoir toujours plus, de me remettre un peu en question. Et aussi, je l'utilise au niveau professionnel, je me garde de mon avis personnel, de mes ressentis, pour essayer de gérer mes enquêtes, mes procédures, mes procès, mes projets en toute objectivité, pour tout vérifier et pour dépasser les évidences. Enfin, la deuxième, c'est, alors je ne connais pas l'auteur, je l'ai entendu plein de fois, mais c'est « juger comme vous aimeriez être jugé ». C'est une version plus laïque et juridique de « ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse ». Alexandre Rossi, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.